J'ai ouvert millésime 2017, Chouané. C'est le nom de ce page. Ouais, bah moi j'ai pris une bouteille de la Colline Rouge 2020. C'est en fait traditionnellement on faisait toujours Rothenberg et puis en 2020 j'ai voulu essayer ça en orange donc on a appelé ça la Colline Rouge. Voilà, D'accord. tout simplement. Version française. C'est vrai que C'est ça. c'est toujours sympa d'aller essayer de rechercher dans nos cours d'allemand les traductions. Disons, ce qui est intéressant sur les lieux-dits alsaciens, c'est qu'il y a toujours un vrai sens agricole en général au terme. C'est dommage d'ailleurs du coup que ça saute pas aux yeux, enfin aux oreilles tout de suite des gens parce que euh, même les villages, hein, il y a un exemple assez marrant, c'est Zélambert. Zélambert, ça parle pas à grand monde et la traduction en bon français, c'est l'ermitage, quoi. Ah, bah voilà, tout de suite on comprend. Tout de suite, on comprend mieux, quoi. Hmm, right. Ok, bah bienvenue à toutes et à tous. Il est 18h02, donc on va commencer tranquillement ce soir notre dégustation, notre événement sur les vins blancs de macération. Et donc, pour cette occasion, nous avons proposé à deux personnes du vin, donc à commencer par Ilia, qui est importateur de vin georgien, qui a sa licence d'importation là, depuis 2013, il me semble. Oui, bonjour à tous. Et puis donc Mathieu Dals de la famille Dals de Berriaillement en Alsace, qui exploite aussi le domaine, enfin qui a révélé le vignoble du rêveur avec Emmanuel Milan également. Et donc ce soir, nous aurons la chance de les écouter puisqu'ils élaborent également des vins blancs de macération. Autrement dit, les fameux vins oranges. Alors, est-ce que vous voulez vous présenter? Ilia, tu veux commencer peut-être, si tu veux bien? Oh, oui, ok. Bonsoir, bonjour à tout le monde. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça me fait du plaisir d'être parmi vous et parler des vins georgiens. Euh, Vins georgiens et surtout les vins ambrés qui vous appelez vin orange. On appelle ça vin ambré. Euh, j'ai commencé des importations en Géorgie depuis 2013 après mon carrière sportive. J'ai arrivé en France en 2005 pour jouer au rugby et après, à la base, je suis onologue et je voulais toujours rester en contact avec mon profession. Mhm. Et depuis 2013, c'est beaucoup changé et je pense que plus en plus, ça a commencé à intéresser méthode de vinification dans la Georgienne dans les crèveries. Crèveries, qui on appelle ça jarter, Ouais, qui est, qui est enterré sous sol entièrement. Et quand on enterre une fois crèverie, il est enterré à vie. mhm. On choisit bien l'emplacement. Et dans différentes régions, c'est différents emplacements et différents climats. Par rapport à ça, on choisit un bon emplacement. Et toujours, en tout cas, les vins et vignes en Géorgie, on a une histoire qui commence aujourd'hui. Ils disent que c'est 8000 années d'ici. Donc justement, là, je C'est montre ça. une cavalerie dans laquelle les vins ont été historiquement vinifiés en Géorgie. Vinifié, c'est fermentation et macération et même vieillissement aussi. Par Voilà. exemple, celui-là, c'est verre que j'ai dans les mains, c'est 12 mois après la fermentation, il reste dans les chlorés. Voilà. Donc, juste pour Bon, expliquer, ah ouais. les vins, donc voilà ce qu'on appelle les vins blancs de macération. C'est finalement Vin des. blanc de macération, oui, c'est une macération pelliculaire, c'est contact avec les peaux, avec les mares pendant 6 mois. Après fermentation alcoolique et malolactique, on ferme les jarres euh, hermétiquement et on laisse sans rien toucher. Entre, Ça dépend après les vignerons et onologues, jusqu'à 6 7 mois. Et pendant cette période-là, personne qui ouvre les crèveries pour vérifier qu'est-ce qui se passe.
Et Ok. pour ça que cette ouverture de cuvée, pour nous, c'est sacré, c'est une tradition. Et Mm. chaque fois, ils ouvrent après les Pâques, c'est une tradition. Et vraiment, après, on retrouve, qu'est-ce qu'on retrouve? Alors, qu'est-ce qu'on retrouve? Et déjà, le vin, c'est naturellement filtré. Et en tout cas, bah, avant, ça n'existait pas, les pressoirs qu'on a aujourd'hui. Et même avant qui était fait dans les jarres, pour ressortir les jus, qu'est-ce qu'on peut sortir? On ne presse pas aussi. Pour ça que cette, cette vin ambré, mise en bouteille sans filtration. Dans Mhm. les bouteilles, ça peut avoir un peu de dépôt, c'est normal. Donc ça, c'est filtré naturellement. Ok. Bon, très bien. On va revenir plus en détail tout à l'heure. D'ailleurs, pour toutes les personnes qui sont là aujourd'hui, vous pouvez, comme d'habitude, poser des questions dans le chat en direct. Comme ça, nous, voilà, on les lit et on y répond automatiquement pour que vous puissiez, pour qu'on puisse éclairer, voilà, apporter une lumière voilà, sur les questions que vous avez. Mathieu, à toi. Alors, est-ce que tu peux te présenter, Ouais. s'il te plaît? Oui, oui, alors donc Mathieu Dice. Donc moi j'ai repris, donc j'ai un petit peu un parcours que les gens connaissent à travers le domaine Marcel Dice, puisque bon, la maison, le domaine est bien connu depuis quelques années. Et voilà, je m'insère dans la suite du travail de mon père sur la question des terroirs, des crus. Et puis, j'ai une histoire familiale un peu plus large que ça, en fait, parce que ma maman est aussi issue d'un milieu viticole. Et comme toujours à l'époque, c'était le fils et non pas la fille qui reprenait le domaine. Donc, c'était mon oncle qui a repris le domaine familial du côté de ma maman. Et mon oncle s'est jamais marié, n'a jamais eu d'enfant, s'est jamais mis en couple. Et donc, en 2013, tout ça commençait à s'essouffler un peu et à être assez compliqué. Puis ça correspond aussi au moment où j'ai rencontré ma compagne, Emmanuelle Milan, voilà, qui a ramené avec elle plein d'énergie. Et ça nous a donné envie de monter à côté du domaine Marcel Dice, ou plutôt de remonter à côté du domaine Marcel Dice, un deuxième domaine qui s'appelle aujourd'hui le vignoble du rêveur. Et donc le vignoble du rêveur, ça a été un peu un petit espace de recherche et de test, et où on s'est mis aucune limite, où on s'est dit, bah, on va aller voir ce qui se passe, quoi. On va aller voir ce qui se passe parce qu'il y a quand même un certain nombre de changements qui opèrent autour de nous. Et c'est de plus en plus difficile d'arriver à fermenter les vins jusqu'à la fin, à avoir des vins qui finissent secs, aussi avoir des vins qui ne s'oxydent pas, même si on ne les sulfite pas. Et donc, moi, là, je cherchais à retrouver des structures qui protègent les vins. Et donc, on a expérimenté pas mal la macération. Alors, je ne sais pas à quel moment il faut que j'aille vraiment dans le détail de la macération elle-même, mais voilà, j'avais goûté des vins dans les années 2000, 7, 8, 10, chez notamment Foradori, mais d'autres aussi. Corradori, qui est donc dans le nord-est italien et qui est quand même une des précurseurs italiennes des vins justement en macération. Exactement, et c'est des vins qui m'avaient interpellé, un peu choqué, et en fait ça fait un peu son cheminement dans mon esprit. Mais moi ce que j'aime bien, c'est qu'au-delà de la question simplement du goût, qui forcément pour moi doit être précis, doit être élégant, doit avoir de la profondeur, et j'aime beaucoup aussi le sens paysan qui est à côté. Et pour moi, la macération, c'est une vraie réponse à nos problématiques de changement climatique, d'aridité. Donc, voilà, c'est une voie que du coup, j'avais eu envie d'explorer. Et puis, plus ça avance, plus je fais des macérations et des vins oranges, et au domaine Marcel Dice aussi. Donc, voilà, c'est une voie que j'aime beaucoup. Donc, finalement, ce que tu dis, c'est que vous avez commencé, toi, Emmanuel, à faire des macérations plus longues sur les vins blancs pour répondre aux questions climatiques, par exemple, aujourd'hui, et pour sécuriser les vins. Donc, En fait, ce qui se passait, pour faire une image, il faut bien comprendre, les vins d'Alsace, je parle de ce que je connais, mais les vins d'Alsace,
ils sont marqués dans les années 60, 70 par des soufres quand même relativement élevés, un peu une réputation de vin qui fait mal à la tête, des blancs avec beaucoup d'acidité, beaucoup de soufre, un peu de sucre. Voilà, disons, il est resté un certain reflet de ça. Et pourquoi est-ce qu'il y a eu un reflet comme ça? Moi, je me l'explique par l'arrivée du pressoir mécanique. Parce qu'en fait, tant que les gens pressaient dans un pressoir à main, il est quasiment impossible de presser très rapidement. Et donc, en fait, quand on presse à la main et qu'on est obligé de faire des rebêchages, donc à la fourche, sortir le raisin, le remettre dedans, represser une fois et tout, sans le vouloir, sans l'intellectualiser, on fait finalement une extraction de structure tannique et un peu de macération. Et donc, on avait des vins alsaciens qui tenaient, qui étaient capables de vieillir, même s'ils n'avaient pas beaucoup de soufre. Et l'arrivée des années 60, 70, avec vraiment une industrialisation quelque part du process, des pressoirs pneumatiques qui vont beaucoup plus vite, des débourbages à froid, très serrés, ce genre de choses. On a fait des vins qui étaient beaucoup plus aromatiques, mais on a fait des vins qui étaient aussi beaucoup plus fragiles, pour lesquels il fallait mettre énormément de soufre. Et voilà. Et donc finalement, moi, aujourd'hui, cette envie de faire des vins qui soient... euh, euh, moi, mes oranges, je ne les sulfite pas du tout. Il n'y a pas, il y a pas de soufre. C'est pas pour dire qu'on fait des vins sans soufre, c'est pas l'objet. Mais j'aime l'idée d'arriver à faire des vins qui sont capables par eux-mêmes de tenir, de vieillir sans s'oxyder. Je ne suis pas forcément un fan de vins oxydatifs et d'arômes oxydatifs. J'aime bien quand les vins gardent de l'aromatique et une certaine retenue. Et en fait, je cherchais comment avoir cette retenue de manière un peu naturelle. Et en fait quand on regarde ce que faisaient nos anciens, en général, ils avaient des clés qui n'étaient pas trop bêtes, quoi. Et donc, je trouvais que ces vins, il manquait un petit peu de, enfin, les vins qui étaient non macérés, il manquait de tanin, il manquait de tenue. Et donc, ma première piste a été de faire des vins oranges, mais uniquement dans l'idée de les assembler. C'est-à-dire, je fais 90% de pressurage direct, je macère 10%, et quand la vinification est finie, je réassemblais les 10% macérés dans la cuvée principale. C'était un moyen pour moi de remettre de la texture, de remettre de la tenue à l'air, de la capacité à réduire un peu, et puis aussi de mettre les levures dans de bonnes conditions et aider à finir les sucres. Donc voilà, ça a été le début du parcours. Et en fait, j'aimais bien aussi ces vins-là individuellement, sans en faire des assemblages, à 100% macérés. Et donc on s'est aussi amusé à en faire pas mal, des vins oranges macérés à 100%, quoi, sans assemblage. C'est intéressant ce que tu dis sur notamment la protection des vins. C'est ce que disait Ilia tout à l'heure. Donc, quand ils mettent donc les raisins avec les grappes entières, etc., dans les jarres, tu disais, Mhm. Ilia, vous les conservez, par exemple, en Georgie pendant 6-7 mois. Oui. Et vous Oui, attendez. oui. Après, fermentation et macération, fermentation alcoolique, le lactique, si ça passe, ça passe, ça part, sinon après, c'est pas grave. On ferme hermétiquement, comme je disais tout à l'heure, hermétiquement, et on ferme, on touche pas. Et déjà comme tu le disais, déjà les raisins, il a son caractère doit avoir un sulfite Alors, ça, suffisant pour protéger lui-même Ouais, lui-même. je rebondis parce que je vois, je me suis affiché la petite liste de commentaires et tout, et je trouve qu'il y a des questions intéressantes. Alors, bon, très rapidement, avec quel cépage faites-vous les vins oranges? Pour ce qui me concerne, les cépages alsaciens. J'aime bien avoir beaucoup de cépages. Je ne fais pas de vin orange de cépage pur. J'ai toujours des cépages, des assemblages. Et j'aime beaucoup macérer les Riesling, les Pinot Gris, les Gewürz, mais aussi des Sylvaner, des Pinot Blancs, des Auxerrois. Voilà, j'ai pas trop de limites du côté de la variété. Chaque variété apporte certaines composantes et des structures. Et en fait, c'est la même réponse que pour des vins non oranges. Je trouve qu'une diversité de cépages amène plus d'équilibre et de complexité qu'un cépage pur, quoi. ça veut dire que vous deux, vous voulez travailler de la même manière. Au domaine, par exemple, au vignoble du Rêveur, les cépages sont tout à fait travaillés de la même manière, tous mis dans les amphores de la même.
Oui, ouais. Et puis on les macère parfois mélangés directement dans les amphores. Voilà, il n'y a pas de. C'est pas l'objet d'aller faire un Pinot Gris macéré ou un Gewürz macéré. Moi, ce que je recherche, c'est surtout une complexité, une structure, un corps, une aromatique. Enfin, voilà, vraiment un vin en fait complet, quoi. Ok. Du coup, je reprends un peu dans l'ordre, mais en fait, c'est vrai qu'on peut se poser la question. Il y a quelqu'un qui parle un peu de l'effet de mode. Et c'est vrai qu'il y a un peu un effet de mode. Et alors, il faut en être conscient. Et moi, pour ma part, on a commencé à faire ça en 2013. Et ben, j'ai un peu la chance, j'ai envie de dire presque, d'avoir commencé quand c'était pas la mode et d'avoir été plutôt 4-5 ans, 3 ans dans l'explication, enfin, voilà, faire presque de l'éducation autour de ça. Et c'était assez passionnant. Et après, pourquoi est-ce qu'il y a un peu un effet de mode? Bah, c'est sûr, c'est une chose qu'on redécouvre, mais surtout pour moi, ces vins oranges, ils répondent quand même à vraiment un enjeu qui est, et ça rejoint la question suivante, quel est le rapport avec le réchauffement climatique? C'est qu'en fait, plus il fait chaud et plus c'est aride, plus c'est sec, moins ça fermente facilement. Moins on a d'azote disponible dans les jus, plus les levures galèrent à finir des sucres. Et donc nous, par exemple, en Alsace, les millésimes très chauds, même si on n'a pas un potentiel d'alcool trop haut, on va avoir vraiment des difficultés à terminer les sucres sur certaines cuvées parce que les levures, elles n'ont pas forcément de quoi se nourrir. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la levure, elle est sur Terre depuis bien avant que l'homme et un matin s'est dit, tiens, il y a du raisin, je vais le presser, je vais le mettre dans une cuve, je vais le faire fermenter pour en faire une boisson. Avant tout ça, la levure, en fait, son milieu naturel, c'est avant tout le fruit qui est mûr et qui tombe par terre. Et donc, la levure, ce qu'elle a besoin pour se nourrir, pour se développer, c'est pas que ce qui est dans le jus, c'est ce qui est dans le jus, dans la peau, dans le pulpe, voilà. Et ces facteurs de nutrition, c'est l'ensemble du fruit. Et donc, ça fermente toujours mieux quand on macère quelque chose que quand on fait fermenter le jus tout seul. Voilà. Et donc, pour moi, c'est vraiment une des clés parce qu'on a des levures qui sont beaucoup plus. Et des levures naturelles, ça se pose d'autant plus qu'on vinifie sans levurage, avec des levures indigènes, je veux dire, avec des méthodes très naturelles. On a beaucoup plus d'impasse de fin de fermentation quand on ne macère pas que quand on macère. Donc pour moi, c'est vraiment un outil si on veut faire une vinification naturelle, propre, qui ne monte pas avec des volatiles, qui fait des vins qui ne s'oxydent pas parce qu'ils ont fermenté pendant 2 ans sans être protégés et tout. Bah, ça, ouais, pour moi, c'est vraiment un bel outil naturel. En fait, faut un peu voir ça comme pagayer dans le sens du courant plutôt que contre le courant, quoi, pour faire simple. Mhm. Exactement. Bah justement, il parlait, Jean-Rémy, là, durant la macération, est-ce que vous suffitez pour ne pas démarrer la fermentation, justement? Et là, justement, il y a un éclairage à faire sur la macération voilà, et la fermentation, justement. Ouais, bah, en fait, alors déjà, en fait, on sulfite. Moi, ces cuvées, elles sont pas du tout sulfitées. Donc, il n'y a ni soufre, ni avant fermentation, ni après. Et la macération, vu la durée qu'elle a, on macère, en tout cas pour ce que moi je fais, toujours au moins 3 à 4 semaines. 3 semaines, c'est le minimum. La macération, elle se fait pendant la fermentation aussi. Je veux dire, il ne faut pas voir ça comme une macération préfermentaire qui était un peu une technologie des années pareilles, 80, 2000, pour aller faire des vins très aromatiques. On est vraiment plus comme une vraie vinification de rouge où on va chercher à extraire ce qui est dans la peau. Et, donc, non, on ne sulfite pas du tout. Et j'ai presque envie de dire que ce serait presque plutôt négatif parce que les vins sont déjà tellement serrés et tenus par les tanins. En fait, c'est un peu comme des rouges. Les vins oranges, il faut vraiment les comprendre comme des rouges. Et alors, pour reprendre des images que tout le monde connaît tout de suite et comprend, euh,
les vins rouges, quand on les vinifie, l'élevage un peu traditionnel qu'on a tous entendu en cours d'œnologie le soir, c'est on a fini de fermenter, on fait un élevage en barrique pour la micro-oxygénation, pour venir attendrir les tanins, pour que les vins soient moins rêches, moins durs. Et on va sulfiter un petit peu avant la mise en bouteille, mais pas forcément avant. Et ben, les vins oranges, c'est vraiment un petit peu le même esprit. On cherche au contraire l'oxygène, la patine, lever la réduction. Et effectivement, la fermentation, elle démarre un peu quand elle veut, puisque c'est spontané. Mais bon, quand ça macère quand ça macère, en général, les fermentations partent quand même très rapidement, hein, en 1 ou 2 jours, ça fermente, hein. Ok. Bon, parlons justement un peu technique et vinification. Le fameux Kévri, justement, c'est plutôt c'est originaire de Géorgie. Est-ce que tu peux nous retracer un petit peu un point historique et en quoi ce fameux Kévri est très utile et intéressant? D'ailleurs, juste pour te poser une question juste avant, Mathieu, vous utilisez quoi comme c'est des amphores ou qu'est-ce que vous... Alors, en fait, nous, comme on n'a pas de vraie tradition georgienne, enfin comme en Géorgie, et donc moi, j'y suis vraiment allé sur les macérations par intérêt pour le vin, pour la technique, pour le sens que ça avait. Mais je n'ai pas forcément d'expérience. Donc, nous, on a essayé plein de choses. Donc, on a des amphores en terre cuite qui ne sont pas enterrés. On a des amphores en grès, beaucoup plus hermétiques, beaucoup moins poreuses, qu'on n'enterre pas non plus. On a des cuivreries en terre cuite qu'on enterre. Voilà, donc nous, on a essayé plein de choses parce qu'en fait, on avait plein de choses à découvrir et c'était un terrain un peu vierge, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de, il y avait pas de recette, il n'y avait rien d'existant. Et donc, nous, on est parti dans toutes les directions. On a essayé plein de choses. Voilà. Le vignoble du River qui était enfin, voilà, une zone d'expérimentation libre et totale. C'est génial. Complètement avec l'idée que quand même l'exigence de faire parce que pour moi la liberté ça veut pas dire le lâcher prise quoi, et souvent il y a une petite confusion donc non, on voulait vraiment faire des vins qui restent super précis, qui soient droits, qui aient de la profondeur, mais c'est vrai que euh, cette notion, pour moi, les vins de terroir, c'est le sens même, on transpire ça tous les jours, mais la traduction aujourd'hui dans les textes d'AOC me semble être souvent plus une espèce de conservatoire du traditionnel des années 70 que de la vraie histoire du terroir et du cru. Et donc, bon, ces réglementations-là et tout, on s'est dit, bon, non, on va essayer de remettre un peu de sens biologique, de sens climatique, voilà, de faire un prolongement logique à la cave pour avoir quelque chose qui soit naturel, sans intervention, mais qui finisse propre et net. Et pour ça, on était obligé de sortir un peu du cadre des règles d'AOC standard, voilà. Bien sûr. OK. Mais d'ailleurs, il n'y a pas forcément de label chez vous non plus sur les vins nature, même s'ils le sont, finalement, il y a peu de sulfitage ou d'ensemencement de levure, notamment Ouais. sur les vins. Non, il n'y en a pas de label. Même je pense qu'en France, comme on a parlé tout à l'heure, c'était à partir de l'année dernière ils ont pu avoir un label, un organisme qui a été créé. Donc après, de ce côté, la Géorgie, je pense que c'est intéressant pour tout le monde, parce que du côté qui, comme c'est plus ancien pays de vitivinicole, on n'a jamais arrêté des vinifications dans les crèveries. Même Ouais, si on fait aussi dans les Equinox avec les méthodes européennes, vinification dans la méthode européenne en Géorgie, ça a commencé au 19e siècle, quand ça a été créé, premier domaine par Prince Alexandre Tchaouazé. C'était, je pense, 1835 ou 37. Non, c'est ça qui est très plus intéressant dans notre histoire, qu'on n'a jamais arrêté. Parce que dans autour de Géorgie aussi, c'était retrouvé déjà Crèverie pendant les archéologues qui ont daté les côtés arméniens ou côté libanais qui étaient datés moins 6 000 années ou 5 000 années.
Non, pour eux, c'était plus difficile à discuter avec nous parce qu'ils ont, tous les pays, l'Arménie ou d'autres pays, ça fait longtemps qu'ils ont arrêté des vinifications dans les queries. Et Et on alors, n'a jamais arrêté. justement, excuse-moi, et justement, pourquoi le kévri? Quelle est vraiment la vraie utilité du kévri et pourquoi il est encore utilisé? Je pense que déjà, les formes, Hors mangeard, là. formes œufs, et je pense que même quand j'ai parlé aussi tout à l'heure, il y en a beaucoup de vignerons qui importent les queries de Géorgie. Déjà, c'est pas l'amphore, parce que l'amphore, c'était un récipient pendant la période grecque, romane, et pour transporter le Ouais, vin ou ouais. l'huile d'olive ou quelque chose comme ça. C'est avec les poignées. Et amphore, ça existe entre 5 et 50 litres ou quelque chose comme ça. Les queries, c'est déjà enterré pour déjà le stabiliser, parce que le queries, ça existe comme 50 litres, ça existe 5000 litres. 5000 litres est déjà stabilisé. Et après, plus, tu vas avoir les fermentations plus basse température et plus long. Parce que ça, déjà, échange thermique avec les terres. C'est vrai, Mathieu, qu'ils disent que ça existe pas aujourd'hui exactement une étude à quel niveau que ça échange thermique ou oxygénation, comme il disait tout à l'heure pour les barriques, c'est pas étudié. Et on peut pas dire vraiment c'est à quel niveau. Nous, qu'est-ce qu'on voit, et Mathieu qui parle, qu'ils ont commencé de chercher et ils essayent, c'est très bon, très très bon. Mais je pense aussi que dans query et vinification à base d'orgeat, c'est déjà la base qui existe et qui n'a jamais été arrêtée. Hmm. Après, on peut trouver intérêt à eau, c'est quel qui va être meilleur ou comment ça va se passer. Alors, Pour l'étude en fermeture, non. Ça, déjà, on a un exemple d'histoire de Milan qui existe, et ça n'a jamais arrêté et ça marche. C'était avant, peut-être avant, c'était partout comme ça aussi. Dans les années 80, quand j'ai regardé l'enregistrement de RTR de 75, quand Papy, il boit les vins ambrés. Par contre, Mathieu, on n'appelle pas vin orange, parce que orange, pour nous, c'est les fruits. Et on appelle ça vin ambré. Et et, c'était la même couleur. et tu disais justement que sur les vins blancs de macération, donc les vins ambrés, vous les laissiez 6 7 mois. Et après, il y avait une sorte de cérémonie un peu Ça, c'est Il y a un nom pour ça ou beaucoup de domaines familiales. Ils ont une cérémonie d'ouvrir après le Pâques, par exemple. après Pâques? Après le Pâques, et c'est vraiment tout le monde qui attend qu'est-ce qu'ils vont retrouver dedans. Et parce que c'est très, très, très important dans l'unification dans les queries. Ça, c'est l'hygiène de queries. Avant, comme je disais tout à l'heure, avant ça existait, c'était une profession, nettoyeur de queries. C'est très important. Si c'est pas bien nettoyé, comme c'est porose, ça peut rester un petit truc et qui va, après 6 mois, tu trouveras pas ton vin. Tu trouveras un cidre, quelque chose comme ça. Et pour ça que c'est très important. Et c'est bien respecter toutes les méthodes de nettoyage. Parce qu'avant, c'était nettoyé, on a, avec les pots de, pas cerisier, griotte, l'arbre, griotier. Pot de griotier de l'arbre, c'est naturellement antiseptique. Et on faisait avec ça pour frotter bien, déjà c'est antiseptiqué. Après, plus en plus, on a commencé à utiliser des cires d'abeille. Voilà. Quand ils finissent, quand ils sortent des fours, les crèveries, quand il est chaud encore, on met à l'intérieur cire d'abeille pour qu'ils rentrent dans les pores pour éviter et faciliter d'entretenir après les crèveries.
Ah, bah, Parce que c'est vraiment physique, parce que c'est enterré, tu dois rentrer dedans, toi, peut-être pas moi, parce que je suis très grand, comme Mathieu, comme toi, vous rentrez entièrement à l'intérieur pour nettoyer. Et ça prend 2 ou 3 jours à nettoyer un creverie. ah oui, Pour il ça rentre qu'il dedans aussi. il rentre dedans entièrement, parce que pour les fermentations, aujourd'hui, ils utilisent à partir des 1500, 2000 litres. Hmm. C'est plus pratique. Ouais, ça va. C'est sûr, on rentre Parce dedans. Hmm. Je veux pas, Ilia, et je voulais rebondir juste sur ce que tu disais, Ilia, parce qu'il y a un point qui me semblait assez euh, intéressant aussi. Et je pense que tu seras d'accord. À mon avis, c'est juste que c'est tellement évident pour toi que. Mais en fait, n'importe qui a essayé déjà un jour de faire un pressoir à la main avec un pressoir à cliquet a très vite compris qu'avec un pressoir à cliquet, on n'arrive pas beaucoup à extraire le jus et que c'est très 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 long pour arriver à extraire du jus et que même à la fin de dépit, on jette beaucoup de marc encore très humide parce qu'on n'arrive pas vraiment à assécher euh, ouais, les raisins avec un pressoir à main. Il n'y a que le pressoir moderne, technologique d'aujourd'hui qui permet de presser vraiment très sec. Et donc, la problématique de nos anciens, c'était aussi des problématiques très paysannes. C'était comment est-ce qu'on arrive à récupérer tout le jus qui est dans ces raisins. Et tout simplement, quand ça fermente et que ça macère, le pressurage, après 6 mois, on arrive à quasiment récupérer tout le jus parce que c'est complètement défait, ça s'extrait très très bien. C'est pas du tout comme un raisin frais qui vient d'être cueilli. Et moi, ça me ramène même à des choses qu'on connaissait en Alsace, qui étaient des pressoirs dans les villages. Il y avait des pressoirs communaux. Et pour les trop petits vignerons qui n'avaient pas un pressoir eux-mêmes à la maison, ils pouvaient aller presser sur le pressoir du village. Et donc, il faut imaginer que à l'époque, par exemple, Bergheim, il y avait 300-400 vignerons il y a 200 ans. Et quand il y avait 300-400 vignerons, il y en avait 200 qui allaient presser au pressoir du village, 200-300. Et donc, comme tout était vendangé à peu près en 10 jours, on comprend tout à fait que c'est quasiment impossible de presser tout ce qui a été récolté en 10 jours en faisant sur un pressoir dans le village en attendant son tour. Et donc, on avait même chez nous une tradition, c'est que les gens récoltaient, ils mettaient les raisins dans ce que nous, on appelle des bottiches, ça veut dire des grands bacs en bois à l'époque, et ils pilonnaient, ça veut dire qu'ils avaient un bâton en bois, ils écrabouillaient tous les raisins pour libérer du jus, et ça commençait à fermenter. Et donc, très souvent, ça fermentait un jour, 2 jours, 3 jours. C'était le moyen de protéger le jus pour pas qu'il s'oxyde. Et alors, on allait presser sur le pressoir du village quelque chose qui avait déjà commencé à fermenter. Donc, ce n'était pas la macération comme en Géorgie, mais il y avait cette idée que bah, la vie, la biologie, le fait que ça ait fermenté, qu'il y ait de l'alcool, permet de mieux extraire et on a moins de pertes. Et donc, c'est un moyen, c'est avant tout pour moi la traduction de la paysannerie, quoi, de cette idée de on gâche rien, quoi. Enfin, Ilia, je pense que tu. oui, oui, je suis d'accord avec toi. Pour pas perdre les jeunes, pour nous, chez nous, en Géorgie, on a très grande tradition aussi, les tcha-tcha. Tcha-tcha, c'est les grappas, comme on a, comme italien. Et pour nous, c'était, par exemple, pour pas perdre les jeux, qu'est-ce qu'on n'arrivait pas à les presser à la main ou comme ça, qu'est-ce qui s'est resté pour nous, pour les petits domaines, etc. C'est, il faut on après les grappas. Et pour eux, c'est pas perdu. Ils ont une boisson à alcool fort qu'ils ont besoin aussi pour consommer dans l'année. Et c'est ça aussi. C'est ça aussi qui est très intéressant dans l'unification dans l'entreprise. Après, plus à plus, ça a commencé avec les nouvelles technologies, toutes les pressoirs. Il y a peut-être quelqu'un qui utilise. Donc, je vous parle de tous les petits domaines familiales ils ont encore avec toutes les mêmes traditions, quoi. Et c'est très intéressant. Hmm. C'est très intéressant parce qu'il y en a toutes les jours déjà dans les jars après ouverture, qu'est-ce qu'on trouve déjà c'est filtré. Pour ça qu'en Géorgie, tous les petits domaines qui n'ont pas de haute technologie, ils reprennent combien pour
à peu près 55-60% des jours. Par exemple, on parle de 100 kilos de raisin, ils récupèrent 50-55 litres de vin, pas plus. Parce qu'ils n'ont pas de pressoir, ils n'ont rien, et ça, c'est naturellement, ça fait comme ça. Sinon, après, on rentre dans les structures, des raisins et on doit écraser tout. C'est pas ça qu'on cherche. Justement, pour répondre à la question de Thomas qui a posé en tout début là, de Visio, le marc est-il pressé après sous-tirage des quévris? Donc, du coup, Ah oui, Du coup, ouais. avec les manuels, comme Mathieu parlait, avec les manuels, maintenant ça existe. Et avec les manuels, tu ne peux pas écraser assez fort pour qu'il te sèche vraiment et te écrase tous les petits pépins raisins, etc., pour que les goûts ne partent pas dans les jeux. Nous, de plus en plus, ils font avec les manuels, moitié-moitié. hmm, ok. Il y a un autre point qui est vraiment intéressant aussi et qui mérite d'être souligné, c'est que euh, c'est très très difficile de vinifier des jus, des vins blancs qui sont pressés directement, hein, dont on a récolté les raisins, pressés, et on a une cuve et on va la faire fermenter, vinification normale d'un vin blanc. C'est très très difficile de vinifier des tout petits volumes. Dès qu'on est en dessous de 5-10 hectos, ça s'oxyde, ça finit pas, c'est très compliqué. Alors que dès qu'on est en cuverie ou en amphore, enfin, du moment qu'on fait une macération, on est tout à fait capable de faire une cuvée qui fait 2 hectos, 1 hecto, 3 C'est hectos, ça, ouais. sans avoir de perte et sans que le vin se perde. Et ça, c'est pareil, c'est vraiment le reflet d'une certaine forme de paysannerie, quoi, les gens avaient des problèmes pragmatiques, ils ont trouvé des solutions pragmatiques et c'est resté, quoi, pour les gens qui faisaient ça. Et moi, je trouve ça passionnant, quoi. Hmm, ok. Bah justement, il y a une question là d'Elsa, mais plus sur la partie vin georgien. Elle me disait, je crois qu'il y a une différence de production entre Kakheti et Imereti. Cette différence se retrouve-t-elle dans le verre? Est-ce que toi, tu as des vins de ces deux régions-là, justement, il y a? Oui, j'ai des vannes. En tout cas, c'est en Géorgie, on a plus de 525 cépages autochtones géorgiens qui sont retrouvés. Mm. Il y en a encore en recherche à peu près 100 cépages qui ça va être finalisé. Et chaque région, ils ont leur cépage principal dans cette région-là. Par exemple, l'Imereti, on a des sur le Kauri, Titska, au Krahuna, au Tchanouri Sapere, sur les rouges. Et en plus, à 60-65% des vinifications, aujourd'hui, ça se passe en Kakheti. Les Kakheti, au niveau de. Voilà, en Kakheti. Au niveau de Kakheti, c'est géographiquement, je pense qu'il y a un même niveau qui France, Bordeaux, côté bordelais, par rapport au même méridien. Euh, et à peu près même climatique. Et il y en a toujours le problème des changements climatiques, qu'est-ce qu'il parlait tout à l'heure, Mathieu. Et au niveau de ces changements climatiques aussi, il y en a beaucoup de choses qui changent. Parce que, par exemple, les fruits, il y en a des années que les fruits, ils ont mûr, les rafles, il n'est pas mûr. Et si le rafle, il n'est pas mûr, tu ne peux pas utiliser parce qu'après, ça donne dans les vins des amertumes. Et ça aussi, c'est problématique cette année. Il n'y en a pas tous les ans qui ont pu utiliser les fruits avec les rafles. Mm. En tout cas, s'ils ont, euh, si cette, comment dire, assemblage, ça va être bien, les rafles et les fruits, ils ont mieux ensemble, c'est idéal et c'est extraordinaire. De plus en plus, on trouve rarement arriver à cette condition. Et donc, justement, est-ce qu'il y a un vin que toi, tu pourrais recommander pour les personnes qui n'ont jamais dégusté de vin orange georgien, par exemple, de vin ambré, pardon, comme tu dis. Bon, Euh, après, ça Est-ce que tu dépend auras un de. conseil tu sais, d'un vin qui serait assez facile d'accès pour nous en France, qu'on puisse acheter sur Montpellier, Sur, j'imagine. sur mon site, lepontcaucasien.com, vous Voilà. avez spécialement en fenêtre 20 février. Et dans 20 février, il y en a rouge et il y a ambré.
Et vous pouvez accéder facilement. Les vins, il y en a des prix à partir de 12, je pense, jusqu'à 24 ou 30 euros. Ça dépend quel millésime. Et après, ça dépend quelle région. Par exemple, région Cajeti, ils sont plus corsés, ils sont plus tanniques, comme les vins rouges. De Imereti, par exemple, Crajuna ou Tsitska ou Tsolikaori, ils sont plus légers et plus acidité qui est plus présente dans cette région parce qu'ils ont ils ont à peu près 600, 700, 800 mètres d'altitude. Et ça dépend. Après, les Cajuna, c'est très très bon, c'est intéressant et bien floral, il y en a présente beaucoup de fruits, euh, plutôt poire qui on se retrouve dedans. Et dans le cafetier, il y en a tous les fruits secs, bouquets de fruits secs qu'il y en a dans la bouche. Après, si vous êtes autour de 1,06, vous pouvez passer directement dans notre cas Oui, parce au que toi, Canet-Rocheville. tu es dans les Alpes-Maritimes, hein, dans le sud de la Ouais, ouais, parce France. qu'on a à peu près ça, c'est 130 références différentes. Donc, on fait aussi du vin rouge, hein, en Géorgie. Vous mettez Oh, bien aussi sûr. en café, pareil. Ou en Ouais, ouais. Tchétchène aussi, mais aussi dans les kévris, avec des macérations du coup qui sont plus légères, hein. Vous faites environ un mois traditionnellement. Oui, Et- traditionnellement, c'est bon, non, fermentation, c'est à peu près pareil comme en France. Ça prend 3, 4 semaines. C'est Mathieu, c'est plus professionnel dedans. Donc après, vin rouge, on ne laisse pas avec les mares pendant 6 mois. On sépare les jeux. Et par contre, avec les raisins blancs, on laisse pendant 6 mois avec les jus. Mhm. Ok. Euh, Est-ce que justement, il y a des petits accords, il faudrait peut-être donner l'eau à la bouche aussi à nos amis, vos petits conseils peut-être pour manger avec vos vins de macération, vos vins blancs de macération. On a fait beaucoup de. En tout cas, c'est mon objectif de chercher les euh, accords mes ventes avec les vins en prêt, parce que c'est très, très intéressant. On a fait pas mal de dégustations avec les associations de sommeliers de Monaco, avec les Nice aussi. Et on se retrouvait qu'il y en a certains cépages qui, c'est très bien avec les fruits de mer, avec les huîtres, avec les sardines grillées ou avec les salades de poulpe, qui pour moi c'était très intéressant. Par exemple, cette ambrée qui est dans la verre, c'est Tsoané, Chalauri, qui on a fait première dégustation en 2014. Je me rappelle bien, c'était au plage Keller. Et on a fait à Courmévan avec Ali et Daya, et avec le leur chef. Et c'était excellent avec les artichauts crus à l'entrée. Et avec les viandes veau grillées au poulet rôti, c'est très intéressant. Ouais, c'est chouette, on peut opter pour des vins, pour des plats un petit peu plus puissants aussi, parce que les vins oranges vont pouvoir les soutenir avec ce grain, ce relief un peu tannique dans les vins. Euh, Tout à Ouais, fait. moi, j'avais notamment, je dois rendre hommage à Jean-Baptiste Klein, qui est sommelier au Chambard, là, autour de chez nous, Ouais. et qui m'a amené sur des accords que j'aurais pas imaginés et vraiment qui étaient passionnants. Et en fait, les vins oranges, ils s'utilisent un peu comme des rouges légers. Mm. Bon, là, je vais parler encore une fois de ce que moi je connais bien, c'est les macérations avec nos cépages alsaciens. En fait, ça fait des vins qui sont très puissants aromatiquement, qui ont parfois des acidités un peu plus basses et qui ont des côtés très épicés, très corsés, quoi. Ouais. J'ai même envie de dire parfois un peu céréales, quoi. En général, c'est des vins qui plaisent même bien à des amateurs de bière, quoi, parce qu'il y a un petit côté presque torréfié et tout. Et moi, ce que je retiens, c'est que si je veux donner des clés hein, pour les gens qui écoutent, là, le moyen de l'imaginer, c'est de le voir comme du sel et du poivre. Ça veut dire, pour moi, c'est des accords qui vont toujours très bien fonctionner sur des plats relativement neutres, avec pas mal de gras ou de crémeux.
et qui demande, en fait, c'est tous les plats que vous allez faire à la maison et où vous allez naturellement, pour les invités, mettre le salois et le poivrier sur la table. Donc, bon, le truc un peu gastro, c'est l'œuf parfait, quoi, par exemple, qui vit surtout par son assaisonnement plus que par l'œuf, quoi. Et donc, le vin fait l'assaisonnement. Mais après, en allant sur des choses plus simples, même des poulets à la crème, du veau C'est à la très crème. bien. Et voilà, en fait, c'est le plat qui demande à être relevé. Et le vin, il est capable de relever le plat parce qu'il a beaucoup d'épices, il a beaucoup de caractère. Et pour autant, on n'est pas sur des choses qui sont dures et aussi tanniques que des rouges, quoi. Donc, c'est un bon intermédiaire en fait ouais, par exemple, le poulet à la crème, c'est pas forcément le plat qui appelle un vin rouge. Et pour autant, ça appelle un blanc qui va ramener du caractère, parce que si c'est juste un peu acidulé à côté, le plat va être relativement plat, quoi. Et voilà, moi, c'est un peu comme ça quand je les utilise, que je les marie. Ouais, c'est le sel et le poivre en bouteille, quoi. C'est ça. Bah, justement, Pour Franck, assaisonner le plat. Exactement, moi, j'assaisonne le plat avec le vin, quoi. C'est ça. avec, comme dit Marc, du coup, avec tout type de fromage aussi qu'on ne pourrait pas accorder avec justement des vins dont les tanins sont trop marqués, de type Mm, chèvre, etc. Ça peut être très joli aussi. mm. Et ça apporte le relief nécessaire. D'ailleurs, mon premier vin orange que j'ai bu, c'était grâce à Alexandra Néret, qui est formatrice chez nous, et c'était ta cuvée à toi, Emmanuel, donc artisan. Bonjour Et, Alexandra, je ne sais pas si elle est là, mais c'est une amie. Au moins, ça fait plaisir de l'entendre son nom là dans le petit show. ouais, elle a fait beaucoup pour Franck Thomas Formation et pour apporter tout ce qui est vin de macération et dans les vins aussi un peu nature dans cet esprit. Et donc, elle a beaucoup beaucoup Ouais, parlé de nous aussi. Alexandra, elle est passionnée de ce type de exactement. vin. Même j'ai apporté pour elle une On petite l'embrasse. crèmerie. Mm. Alexandra, bonjour. Mm. Et j'attends toujours son premier couvée qu'il a fait. Je ne sais pas après résultat, qu'est-ce qu'il a eu. On fait du Oh, vin. je pense qu'elle était contente. Et donc, ouais, effectivement, c'était tellement surprenant ce premier vin orange que j'avais bu parce que c'était ce relief apporté, ce toucher. Il y a des touchés de bouche très particuliers qui apportent vraiment du cachet, je trouve, un relief particulier à ces vins blancs. Et c'était justement ouais, très épicé. Alors, avec les cépages alsaciens, pour artisans, il me semble que c'était de la complantation. Il devait avoir un peu de Riesling, de Pinot, etc. Gris, je pense. Mais ça, c'était tellement aromatique. Et donc, finalement, c'est un style très personnel. Il n'y a pas un vin orange, c'était vraiment typiquement de chez vous. Alors que quand on goûte les vins, par exemple, de Georgie, les cépages étant différents, on n'a pas ce twist-là et ce côté très agrume. Ouais, c'est vrai que nos cépages, ils sont assez fous hein, dans les macérations. Ils ramènent une touche comme ça, aromatique, un relevé, une épice. Ouais, c'est assez passionnant avec ces cépages alsaciens, quoi. Je crois que, et je crois que Justine a un petit problème de réseau là. Alors, j'en profiter pour répondre à une ou deux questions. Et peut-être, Ilia, tu m'aides si tu veux. Mais Ouais. euh, il y avait une question par rapport à l'évaporation, aux pertes de volume et tout ça, et au côté oxydatif. Pour moi, en tout cas, ce que je vis chez moi, c'est qu'on ne perd pas forcément beaucoup de volume lors de la vinification Non, non. contrairement à ce qu'on peut penser. Et puis, en fait, il faut savoir que les mares, ils sont quand même plus légers, donc ils ont quand même tendance à remonter. Et en fait, ça protège assez bien de l'oxydation. Donc, c'est plutôt des vins qui sont plutôt réducteurs que oxydatifs. Les gens ont C'est l'idée. ça, c'est ça qui est très intéressant, hein, Mathieu, que c'est tellement protégé par le marc qu'au début, il est en haut, et après, comment, en France, comment vous appelez le pigeage, c'est Oui, déjà trop difficile de faire pigeage qu'il a ouais, besoin. Non, après, c'est tellement protégé qu'il ne va être pas oxydé. Et après fermentation, quand on ferme et quand on ouvre, tu vous imagines toute cette masse qui est tout en bas
tout en bas et tout est filtré naturellement. C'est ça qui c'est très intéressant. Et première qui descendent, parce que chaque fois ils disent aussi les pépins de raisin, ça va donner un peu d'amertume de jus, etc. Non, parce que c'est première qui va descendre dans cette forme œuf de février, c'est les pépins de raisin. Et après, dessus, qui rentrent toutes les rafles, etc., qui ne donnent pas les contacts avec ces pépins de raisin. Et, C'est, du coup, on nous demande est-ce que ça améliore la capacité de vieillissement? Pour moi, clairement, par rapport à un vin blanc non macéré, les tanins qui protègent et puis le côté réducteur du vin, ça lui redonne vraiment de la capacité de vieillissement. Surtout si on considère que c'est des vins qui ne sont pas sulfités, quoi, qui n'ont rien reçu du tout comme protection. En tout cas, chez moi, quand je les vinifie, je les sulfite pas. Donc, je considère que pour des vins qui ont zéro soufre, d'être capable de vieillir, nous on a des bouteilles aujourd'hui qui ont 7 ans, 8 ans, qui ne sont pas oxydatives. Je n'ai pas d'expérience très bien. en premier millésime, Euh, mais j'ai euh, j'ai encore quelques bouteilles dans ma cave personnelle. Qui est millésime, j'ai un Kissy de Vinoterra, millésime 2006. voilà. Ah, et c'est extraordinaire encore. Il est très très bon, c'est pas oxydé, pas rien. Après, comme je disais, peut-être ils ont tout fait avec les zéro sulfite. Ça, qui est dans cette bouteille, par exemple, pour les maisons de bouteilles, qu'est-ce qu'ils ont dit? Il a à peu près autour de 30 grammes, ou quelque chose comme ça, c'est pas beaucoup du tout. Et ça se protège eux-mêmes, parce que déjà, quand même, c'est une question, Mathieu, quand même, dans tes vins, il y en a quand même un sulfite naturel qui développe dans les vins. Il y oui, a combien de grammes? comme dans tous les vins, dans toutes les Oui, vinifications, en fait, alors là, on va faire un petit point technique, mais quand même pour démystifier un petit peu la question du soufre, quand même. Il faut savoir que les acides aminés, enfin, une partie des molécules qui sont présentes dans les jus sont des acides aminés qui sont liés par des ponts, ce qu'on appelle disulfure. Et donc, quand les levures ont besoin des acides aminés pour pouvoir se développer et se nourrir, elles cassent les ponts disulfure et donc une partie de ce soufre se retrouve dans le vin. Et donc, mais c'est des doses qui n'ont rien à voir. Ça veut dire il y a du soufre qui est naturellement présent dans le vin parce qu'il était dans le jus. Mais par contre, ce n'est pas du tout les quantités qu'on peut avoir quand on sulfite, quand on ajoute du soufre. Les quantités naturelles, pour donner un peu pour les techniciens ou ceux qui suivent un peu plus la technique, quelque chose de naturel, c'est entre 10 et 15 milligrammes. Et ça c'est maxi, je pense. Hein. voilà, c'est vraiment maxi. Quand les gens sulfitent, rajoutent du soufre, on arrive tout de suite sur les vins finis au minimum dans les 5, enfin, ça dépend ce qu'ils rajoutent, mais je veux dire, même des choses très bien faites où les gens ne mettent pas beaucoup, 70, 80 milligrammes de total, c'est normal, quoi. Donc, la quantité de soufre naturel, il y en a, mais ça reste très, très, très faible, quoi. Et justement, Mathieu, juste avant. Ouais, je profite juste, je vois une question qui traîne là. Est-ce que vous faites aussi des macérations de 6 mois? Oui, nous, en fait, comme on n'a pas le recul qu'on peut avoir en Géorgie et toute cette culture, comme Ilia nous explique, nous, on est parti dans toutes les directions. Donc, moi, j'ai fait des macérations de 6 jours, de 15 jours, de 3 semaines, de 1 mois. Et puis aujourd'hui, par exemple, la cuvée Un instant sur Terre, c'est une macération de 6 à 8 mois, quoi. J'essaye d'adapter en fait l'extraction en fonction de la qualité des raisins. Je passe Mathieu, pour toi aussi, pour définir quel schéma tu vas prendre à la fin. Je pense qu'il faut voyager en Géorgie. Je peux t'inviter avec plaisir. Ah ben, Pour toucher histoire sur place. en fait, c'est quelque chose que j'aurais demandé en aparté et tout, mais vraiment, vraiment avec grand plaisir parce que je pense que Emmanuel et moi, ce qui nous qualifie le plus, c'est la soif d'apprendre et de découvrir. Très Donc, bien, même Alexandra aussi, mais elle voulait complètement. aussi partir et on va faire un petit groupe et on va y aller. Ah ben parfait. On est partant à 100%.
Et justement, Mathieu, c'est qu'est-ce qui t'a... tu as fait aussi des macérations plus courtes sur les vins du domaine Marcel Dice. Oui. Quelles sont les retombées? Comment tu sens les vins justement depuis que tu les pratiques un peu et combien de temps durent les macérations en général? Alors, même au domaine Marcel Dice, on a fait des macérations, mais qui sont alors plus courtes que les 6 mois, oui, parce qu'on a fait 1 mois minimum. Après, on a une macération. Donc, par exemple, ce que je suis en train de déguster là, c'est la Colline Rouge. C'est justement une bouteille du domaine Marcel Dice. Et ça, par contre, c'est 6 mois de macération aussi. Donc, Ah, c'est très bien, ça m'intéresse. ouais. Si on peut acheter sur le site internet tes jolies bouteilles, Pardon, excuse-moi, Lia. si on peut acheter sur le site par internet, comment ça se c'est- Oui, alors on les a sur le site internet du domaine, on en a aussi pas mal en restauration. On essaye d'en avoir, voilà, les vins sont un peu disponibles, mais pour être franc, c'est des vins qui nous passionnent et je pense que comme ils nous passionnent, ils passionnent aussi les gens qui nous suivent. Et j'en ai vraiment pas assez, donc ça part un peu au compte-gouttes, à gauche, à droite. Faut avoir un peu de chance, quoi. Ok. Mais Bah, et merci bien, les garçons. Alors, juste avant de terminer, il y a Emmanuel qui m'a fait passer un mot tout à l'heure. Je vais partager à l'écran pour les gens qui veulent aller en Alsace cet été. Tu vois, elle a fait la promo donc du 10 au 11 juillet. Est-ce que tu peux nous en parler, Mathieu? oui, bah ça c'est en fait on fait partie d'une association qui s'appelle l'AVLA, donc l'association des vins libres alsaciens ou d'Alsace. Donc c'est un peu tous les producteurs nature alsaciens et on a ce qu'on appelle la Summerfest, donc la fête d'été. C'est une dégustation qui se veut à la fois un peu cadrée, un peu organisée, parce qu'on est alsacien quand même, mais en même temps très libre, qui finit avec un concert, qui est très bon enfant et qui se veut surtout dans une bonne ambiance. Et donc ça aura lieu cette année à Strasbourg, dans un espace qui s'appelle l'Iliade, le 10 et 11 juillet. Donc, Emmanuel, en l'occurrence, s'occupe de l'affiche et d'une partie de l'organisation. Donc ça ne m'étonne absolument pas qu'elle a profité de, de ce petit moment pour glisser ça. Et c'est vrai que c'est un moment très sympa, quoi. C'est un moment qui est adorable. Ouais. C'est elle qui fait l'affiche. Ouais, alors non, pas directement, Ouais. mais on a travaillé avec un graphiste, mais Très beau. je dois dire qu'elle a beaucoup de goût pour ce genre de choses. Ça C'est donne envie d'y elle aller. notamment qui a fait les étiquettes du vignoble du rêveur, donc avec artisan, singulier, tout ça, et ouais, ça, je dois lui laisser ça, mais vraiment. Ouais. Bah, c'est vrai que ça a cassé les codes, hein, le vignoble du rêveur avec cette empreinte artisan, cette main de vigneron, etc. Et toutes ces étiquettes ont Ouais, un petit peu cassé les codes des clichés dont tu parlais au début des vins alsaciens. ouais, carrément, carrément. Ouais. Bon, bah, merci beaucoup. Alors, pour la semaine pro, donc nous, on se retrouve dans 15 jours. Alors, cette fois, on change un petit peu de décor, mais on va parler des métiers du vin. On va retrouver des commerciaux, des brand ambassadeurs. Enfin, bon, on va changer un petit peu de registre. On va être moins du côté vigneron, mais on va retrouver voilà, des personnes, des commerciaux. On va parler un petit peu du métier de conseiller en vin. Et donc, on va retrouver voilà, plusieurs types de personnes, c'est-à-dire des agents commerciaux, des importateurs de vin aussi, il y a, et brand Voilà. ambassadeurs de marques de champagne, par exemple, pour que vous puissiez aussi, pour les gens qui sont à l'école chez Franck Thomas Formation, pouvoir voir aussi d'autres métiers possibles et ouvrir Et comme je disais aussi, Franck et toi, je vous invite chez moi, quand vous voulez, avec vos étudiants, pour faire les découvrir et dégustations en georgienne avec les tapas georgiennes à partir de la semaine prochaine. cuisiner par toi-même, d'ailleurs. Hein. Cuisiné par moi-même. Donc ça, c'est pour les gens qui habitent dans le sud. Si vous passez cet été en Provence, dans les Alpes-Maritimes, voilà, vous pouvez aller taper au Pont Caucasien pour aller voir Ilia et déguster tous ces merveilleux vins de Georgie. Voilà. Et j'ai juste encore envie de rebondir une toute dernière seconde sur le sujet, même s'il est déjà plus ou moins clôturé, mais ça me tient à cœur. Moi j'étais parti dans l'idée que tout à fait au départ, ces vins orange, moi, ils me passionnaient pour le goût, pour la structure. Mais j'étais quand même parti dans l'idée que ça changeait trop les vins pour qu'on puisse parler de terroir.
Ah voilà, c'était ma question. Tu as raison de le dire, j'ai oublié de la poser. Vas-y. Et en fait, maintenant, ça fait 7-8 ans là qu'on fait ça et je reviens mais très clairement sur cette position parce que en fait, je me rends compte que c'est plus un manque de référentiel, un manque de connaissance des vins oranges et pour être capable d'interpréter et de comprendre le terroir qui était derrière. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est pas pour vanter ou quoi que ce soit, hein, c'est pas ça, mais je pense que très clairement, je suis capable de voir ce qui est calcaire, ce qui est granitique, ce qui est marneux. Ah C'est ouais, ouais. culture et en fait, c'est le côté qui est derrière, en fait, le côté un petit peu à la mode et un petit peu sympa et marrant, qui fait que bon, tout le monde s'intéresse à ça et que bon, hop, c'est fun. Mais en fait, derrière ce côté fun, il y a vraiment un vrai contenu intellectuel et où on peut aller chercher les crus, les signatures de lieux. Et moi, je trouve ça vraiment, pour moi, c'est un deuxième volet qui s'est ouvert derrière les vins oranges, quoi, que moi, personnellement, étant un grand défenseur du terroir, au début, je n'imaginais pas, quoi. C'est bien. Effectivement, ben, c'est comme en Géorgie, il y a forcément, ils le pratiquent, donc la notion de terroir était là aussi, elle se ressentait dans les vins, donc c'est génial. C'est vrai que tu as raison, c'est ce recul en fait qu'on va avoir grâce à vous, les vignerons précurseurs de ces années-là, et on verra ça par la suite aussi avec tous vos travaux, on aura du recul dans quelques années, c'est génial. Ben, en tout cas, on va continuer à pratiquer au sein de l'école la dégustation géosensorielle dans les fameux verres noirs, hein, comme vous nous avez transmis. Vous, Et quand j'ai fait dégustation à l'aveugle, ouais, avec les verres noirs, oui. 90% disent que c'est le rouge. Ah bah, mais ça Ok, va être intéressant de faire de la dégustation géosensorielle, notamment sur les vins oranges en formation. Donc, je pense que les gens qui sont chez nous, là, en cours, ils vont être contents et nous aussi. Donc, on va continuer à approfondir sur ce sujet et puis on fera des travaux ensemble et on vous fera des retours aussi sur nos expériences. d'accord. Merci beaucoup. Bon, Ouais, avec merci à tous, plaisir. hein. Merci à tous pour l'attention, les questions sympas. Et Merci ouais, beaucoup. quand un sujet est intéressant, ça donne forcément des trucs intéressants. Ok, Ouais. merci beaucoup. À Merci. bientôt. Les garçons, à bientôt. À bientôt. Ciao.